L'histoire commence avec Galadriel se remémorant son enfance et sa relation solide et affectueuse avec son frère Finrod. Elle se souvient d'avoir construit un bateau en papier et de l'avoir laissé flotter sur un petit ruisseau, mais d'autres enfants l'ont soudainement détruit. Finrod, attristé par la situation, va vers Galadriel et la réconforte, lui enseignant des leçons de vie complexes. Il lui demande « Sais-tu pourquoi un navire flotte et une pierre ne peut pas ?» Il répond à la question, lui disant qu'une pierre coule parce qu'elle regarde le sombre, et un navire flotte parce qu'il regarde la lumière. Pendant ce temps, Galadriel nous raconte comment tout a commencé. Elle nous dit qu'au début, après que les 2 arbres de Valinor aient été détruits, les elfes naviguent à travers les mers déchirées pour faire la guerre à Morgoth et à ses orques, jusqu'à ce que Morgoth et ses orques soient finalement vaincus par les elfes après un siècle de combat. Les elfes commencent à chercher Sauron, un puissant sorcier et chef des orques. La recherche a continué jusqu'à ce que son frère Finrod meure dans la quête de Sauron. Elle croit cependant que le mal n'a pas encore été anéanti de la terre tant que Sauron n'est pas mort. Galadriel et son équipe partent à la recherche de Sauron dans un château abandonné perché sur une colline. Ils trouvent quelques preuves, comme des traces de magie noire et un trident brisé, montrant que Sauron est bel et bien en vie et pourrait avoir des plans cachés. Tout en poursuivant leurs recherches, Galadriel et son équipe sont attaqués par un troll des neiges. L'un de ses coéquipiers est presque tué, mais avec un peu d'adresse de la part de Galadriel, elle parvient à abattre le troll et le tuer. Son équipe est secouée et effrayée. Il supplie Galadriel de rentrer chez eux, mais elle refuse, soulignant le fait que Sauron doit être quelque part en train de comploter le mal. Malgré ses protestations, son équipe l'abandonne et elle n'a d'autre choix que de se joindre à eux pour retourner dans la capitale elfique, Lindon. Dans le Rhovanion, les terres sauvages à l'est de l'Anduin, une paire de chasseurs avec d'énormes appendices mi-ailes mi-andouillés se déplacent à travers le paysage verdoyant et vallonné. Alors qu'ils avancent, les Harfoot, une sorte de hobbits, sortent de leur cachette, surgissant des hautes herbes et des troncs d'arbres. Tout un village de hobbits abandonne son camouflage pour prendre vie dans une agitation et des commérages. Sadok Burrows est mal à l'aise, il est rare que des chasseurs viennent aussi loin et aussitôt. Pendant ce temps, les enfants Harfoot sont à l'extérieur du village, cueillant des baies sauvages sous la surveillance de Nori Brandyfoot. C'est idyllique, jusqu'à ce qu'un petit Harfoot montre joyeusement à Nori une énorme empreinte griffue dans la boue. Elle envoie rapidement les enfants chez eux, juste au moment où une grosse créature velue et aux dents acérées apparaît. À Lindon, la capitale des hauts elfes. Le jeune Elrond est assis, écrivant dans un arbre aux feuilles jaunes lorsqu'un messager le cherche. Il reçoit de mauvaises nouvelles. Il n'a pas été invité à la prochaine réunion du conseil parce qu'il n'est pas un seigneur elfique. La bonne nouvelle, son amie Galadriel est arrivée, enveloppée dans une robe dorée scintillante et au somptueux velours vert. Elle est très élégante lorsqu'elle ne combat pas les trolls des neiges dans une forteresse battue par le blizzard maléfique. Elle raconte à Elrond le sigle qu'elle a trouvé dans la pierre et souhaite que le roi la renvoie. Mais Elrond la met en garde de ne pas désobéir au roi de nouveau. Pendant ce temps, Nori exprime son mécontentement et son insatisfaction à sa mère. Contrairement au reste des Harfoot heureusement pastoraux, Nori dit à sa mère qu'elle ne peut s'empêcher de sentir qu'il y a des merveilles dans ce monde, qu'ils n'ont pas encore vues. Mais sa mère exhorte sa fille à trouver satisfaction dans leur village. Les Harfoot sont les seules créatures de la Terre du Milieu qui sont uniquement responsables envers leur communauté, et cette relation est leur moyen de survie. De retour à Lindon, Galadriel ressent l'attraction de ses possibilités. Elle et ses compagnons s'agenouillent dans leur armure, une manière à la fois féroce et luxueusement drapée. La magie elfique leur confère à la fois l'immortalité et une mode impeccable, alors que le haut roi Gil-galad les honore pour leur effort. Dans les mots qu'Elrond a écrits pour lui, le roi insiste sur le fait que les jours de guerre sont révolus. Aujourd'hui, nos jours de paix commencent. Galadriel n'est pas convaincue et encore moins enthousiasmée par la récompense. Les héros seront escortés vers les Havres Gris, sa maison ensoleillée de son enfance, pour y demeurer pour l'éternité dans le royaume béni, à l'ouest lointain, les terres immortelles de Valinor. Enfin, ils rentrent chez eux. Mais elle se demande si Valinor reste toujours un chez elle. Elle sent toujours qu'elle a le devoir de terminer la mission que son frère a commencée avant de mourir, c'est-à-dire trouver Sauron et purger le monde du mal de Morgoth. Alors que des feux d'artifice éclatent au-dessus du lac, Galadriel contemple une statue sculptée dans un arbre vivant. L'une parmi tant d'autres, chacune éclairée par la lueur douce d'une lampe. Une allée commémorative honorant son frère et ceux qui sont morts avec lui au combat. Elrond arrive pour offrir à son ami du vin, mais Galadriel n'est pas d'humeur à célébrer. Elle ne peut pas rentrer chez elle, pas tant qu'elle n'aura pas débarrassé le monde du mal de Morgoth.
Alors qu'Elrond lui promet qu'il reprendra sa tâche si le mal refait surface, les lumières du mémorial s'étendent dans les deux sens derrière eux, plus loin que l'œil ne peut voir, un rappel de tout ce qui a déjà été perdu. Dans les terres du sud, les terres des hommes, personne ne semble heureux de voir les deux elfes se frayer un chemin à travers la ville. Arondir arrive dans une taverne pour son contrôle bi-hebdomadaire et trouve les habitants en train de discuter d'un empoisonnement. Lorsqu'il demande plus de détails sur l'empoisonnement et qu'il est rejeté de manière peu convaincante, Rohan, un méfait inconnu, crie oreille pointue aux elfes et répète qu'un jour, notre vrai roi reviendra et nous les arrachera sous les bottes pointues des elfes. Arondir sort à l'arrière pour partager un moment chargé avec Bronwyn, une guérisseuse locale qui semblait bien plus heureuse de le voir que quiconque d'autre en ville. Mais Médor rappelle à Arondir que les elfes sont ici pour surveiller la ville, pas pour flirter avec ses habitants. Les elfes et les humains n'ont tenté de s'unir que 2 fois, et les 2 fois ont été tragiques. Les chances sont contre Arondir et Bronwyn pour partager autre chose que des regards significatifs. Les chances ne s'améliorent pas à leur retour à leur poste avancé. Le haut roi a déclaré la fin de la guerre et a dissous les avant-postes lointains. Révion, le gardien de guet, trouve Arondir se morfondant en haut d'une tour de guet. Révion lui rappelle qu'ils ont été affectés à surveiller ces gens en raison de leur allégeance à Morgoth. Arondir devrait être heureux de ne jamais les revoir, mais il y a une personne qu'Arondir doit absolument revoir. Il trouve Bronwyn chez elle et dit avoir exprimé ses sentiments pour elle, 100 fois, de toutes les manières sauf les mots. Mais avant qu'il n'ait l'occasion d'utiliser ces mots, un homme amène sa vache à guérir. Et la substance noire et visqueuse qu'Arondir tire d'elle tue absolument l'ambiance romantique. Lui et Bronwyn partent vers l'est pour vérifier la zone où la vache a brouté pour la dernière fois. Ils soupçonnent que cela pourrait être lié à l'empoisonnement mystérieux dont parlaient les clients de la taverne. Le fils de Bronwyn, Théo et Rohan, le garçon en colère de la taverne, s'introduisent en douce dans une grange tandis que Rohan taquine Théo au sujet de son père disparu. Théo n'écoute guère car il est concentré sur la tâche à accomplir. Sous les planches branlantes, il sort une épée brisée qu'il cachait, manifestement exerçant une influence mystérieuse sur lui. Le pommeau est entouré de métal tordu, et sur la lame se trouve le sigle caractéristique de Sauron. Si Elrond devait faire une chose, que ce soit maintenant ou dans des milliers d'années, ce serait d'envoyer une femme au Havre Gris sans lui donner toutes les informations. Alors que Galadriel et son groupe naviguent sur les mers déchirées, Elrond et le roi Gil-galad discutent de ce qu'ils ont prévu et caché à Galadriel. Que si Galadriel restait en Terre du Milieu, elle pourrait maintenir le mal en vie au lieu de le vaincre pour toujours. Galadriel navigue vers le coucher du soleil, dit le roi Gil-galad avec un éclat dans les yeux. Toi et moi devons regarder vers le nouveau lever du soleil. Il dit à Elrond qu'il va travailler avec le seigneur Celebrimbor, le plus grand des forgerons elfiques, sur un nouveau projet. Cela ressemblait curieusement à un marché, mais Elrond devait jouer le jeu pour en savoir plus. Sur les mers déchirées, les elfes approchent des Havres Gris. Leurs armes et leur armure leur sont cérémonieusement retirées, bien que Galadriel ne puisse pas abandonner son épée tout de suite. Un vol d'oiseaux de mer blanc perce les nuages et entoure le bateau pendant que les elfes entonnent une chanson harmonieuse. Alors que le navire avance et que la chanson atteint son apogée, le mur de nuages gris devant eux se sépare et une lumière dorée à couper le souffle jaillit de la fente. Mais Galadriel ne peut pas se réjouir de ce retour chez elle. Elle entend à nouveau la voix de son frère demandant « Sais-tu pourquoi un navire flotte et une pierre ne peut pas ?» À ce moment-là, une météorite enflammée déchire les nuages. Les elfes sur le bateau la voient, dans les terres du sud. Arondir et Bronwyn se serrent instinctivement la main alors qu'elle brûle son chemin à travers le ciel. Galadriel recule devant la lumière dorée éblouissante tandis que l'embrun de mer tombe comme de la pluie, comme des larmes. Tandis que son moi plus jeune pose la même question. Comment saura-t-elle quelle lumière suivre ? Nous entendons maintenant la réponse qui n'était que chuchotée auparavant. Parfois, nous ne pouvons pas savoir avant d'avoir touché les ténèbres. Elle l'a fait, et maintenant, elle sait. Galadriel plonge par-dessus bord dans l'eau, la lumière scintillante au-dessus d'elle, et refait surface juste à temps pour voir le mur de nuages se refermer à nouveau, enveloppant la mer et elle dans l'obscurité. Le roi Gil-galad a aussi vu la météorite. Il ramasse une feuille dorée sur son passage et voit ses veines devenir noires et corrosives. Mais plus près encore de la boule de feu se trouve Nori, qui la regarde tomber près de son village et exploser. Toujours curieuse, elle la suit jusqu'au point d'impact, où elle découvre une vue inattendue. Un homme presque nu recroquevillé au centre du trou en feu. Qui est-il ? Comment se trouve-t-il à l'intérieur d'un cratère fondu ? À la capitale elfique de Lindon, Nor Gil-galad insiste sur le fait qu'il est convaincu que la poursuite continue de Galadriel pour Sauron le fera perdurer.
Le haut roi Gil-galad présente Elrond, quant à lui, au grand forgeron elfique, le seigneur Celebrimbor, qui travaille sur un grand projet, et Gil-galad veut qu'Elrond l'assiste et en fasse partie. Dans la lointaine ville de Tir Arad, un petit village des terres du sud de la Terre du Milieu, des nouvelles parviennent à un groupe d'elfes qui surveillent le petit village depuis une tour. L'un des elfes, Arondir, est tombé amoureux d'une humaine qui est guérisseuse. Son nom est Bronwyn. Alors qu'il est avec elle, un villageois d'un autre village amène une vache malade chez elle. La vache s'était égarée dans le village voisin de Hordem. Et lorsque Arondir et Bronwyn enquêtent sur la ville, ils sont choqués de la voir en flammes. Pendant ce temps, le fils de Bronwyn, Théo, trouve une épée brisée portant la marque indéniable de Sauron. À travers les mers déchirées, Galadriel et son groupe se préparent à entrer à Valinor, qui apparaît comme une grande lumière. Galadriel a des doutes quant à l'abandon de sa quête de Sauron et saute du navire. C'est à ce moment-là qu'une météorite traverse la Terre du Milieu et s'écrase près du camp des Harfoot. Nori trouve un homme étrange dans la caisse, nu et inconscient, au milieu de la lave chaude qui l'entoure. Brandyfoot et Poppy Proudfellow enquêtent sur l'homme étrange à l'intérieur du cratère de la météorite et sont surpris de le trouver en vie au milieu du feu froid. Finalement, Nori convainc Poppy de l'aider à mettre l'homme à l'abri. Poppy n'est pas d'accord au début, mais change d'avis plus tard. Ils ont conçu un mécanisme qui a aidé leur lutte pour faire rouler l'homme jusqu'à leur cachette proposée, où ils ont installé un abri de fortune pour lui. Le lendemain, Nori lui apporte de la nourriture et remarque qu'il ne parle pas la même langue qu'elle, mais il essaie de lui transmettre des informations. Plus tard, il le voit regardant les étoiles. Il utilise la magie pour briser la lanterne à lucioles de Poppy et utilise ces lucioles pour former une constellation que Nori ne reconnaît pas. Cependant, elle croit que la constellation le ramènera chez lui et promet de l'aider à retrouver sa maison et à l'aider à rentrer. Dans les ruines de Hordern, Arondir et Bronwyn ne trouvent aucun survivant ni cadavre. Ils découvrent dans l'une des maisons un tunnel caché sous la maison. Arondir entre dans le tunnel pour savoir où il mène. Bronwyn retourne avertir les villageois, mais elle est totalement ignorée et repoussée par eux. Des créatures étranges dans le tunnel capturent plus tard Arondir. Bronwyn rentre chez elle et trouve Théo, son fils, qui se cache d'un orc. Ensemble, après un peu de lutte, ils tuent l'orc et utilisent sa tête pour convaincre les villageois de fuir la ville. Ensemble, ils fuient tous vers la tour de guet elfique voisine. Théo apporte l'épée brisée qui semble puiser des pouvoirs dans la blessure à son poignet. Elrond et Celebrimbor discutent du nouveau projet en cours à la cité elfique des forgerons d'Eregion. Celebrimbor révèle qu'il construit une forge capable de produire un objet puissant, mais il a besoin d'une main-d'œuvre plus importante que le haut roi Gil-galad ne peut pas fournir. Elrond suggère de se tourner vers les nains pour obtenir du soutien et se porte volontaire pour voyager jusqu'à Khazad-dûm pour rencontrer son vieil ami, le prince Durin IV. À la plus grande surprise, Elrond découvre qu'il n'est pas le bienvenu là-bas, alors il invoque le rite de Sigintarag, un concours de brise-roche entre lui-même et Durin. Il est autorisé à rentrer et le concours commence, mais Durin le bat, ce qui n'était pas vraiment une surprise à l'époque. Durin annonce alors qu'Elrond est banni de toutes les terres elfiques. Elrond, toujours persévérant, supplie Durin de lui révéler la véritable nature de son crime. Et Durin lui dit amèrement qu'il ne l'a pas visité depuis 20 ans et n'était pas présent à son mariage et à la naissance de ses enfants. Elrond s'excuse et sa femme Disa encourage les deux hommes à se réconcilier. Durin accepte à contre-cœur d'entendre la proposition d'Elrond, qu'il relate ensuite au roi Durin III. Ce dernier était préoccupé par le fait que l'arrivée d'Elrond était liée à une découverte que les nains avaient faite. En nageant de retour en Terre du Milieu, Galadriel rencontre un radeau d'humains échoué fuyant une créature marine qui a détruit leur navire. La créature attaque le radeau, ne laissant en vie que Galadriel et l'un des hommes. Il se présente comme Halbrand des Terres du Sud et explique qu'il fuit les orques qui ont attaqué sa patrie. Ils sont pris dans une tempête et Halbrand sauve Galadriel de la noyade. Le lendemain matin, le duo est retrouvé par un navire particulier. Dans un camp de construction commandé par les orques, Arondir capturé et d'autres captifs creusent des tranchées pour permettre aux orques de se déplacer pendant la journée en raison de leur sensibilité à la lumière du soleil. Arondir trouve également ses compagnons elfes, Médor et Révion, qui ont également été amenés là. Ensemble, ils planifient leur évasion. Lorsque Révion refuse de couper un arbre, il tue Médor comme punition pour la désobéissance, puis donne à Arondir la hache pour couper l'arbre, ce qu'il accepte rapidement. Arondir, remontant des tranchées qu'il creuse, découvre que toute la région est ravagée et désolée. Galadriel et Halbrand sont pris en charge par un navire commandé par Elendil qui les emmène à Númenor, un royaume insulaire dirigé par les hommes. Les relations entre l'île et les elfes sont tendues, et la reine régnante Myriel refuse la demande de Galadriel d'un navire de retour en Terre du Milieu.
Elendil est chargé de veiller sur Galadriel et il l'emmène dans la salle de la sagesse du royaume. Il découvre que la marque de Sauron est en fait une carte des terres du sud, où un nouveau royaume pour les forces du mal est prévu. Halbrand se bat avec quelques Numénoréens et est emprisonné. Galadriel le retrouve et révèle qu'elle sait qu'il est le vrai roi des terres du sud, descendant de l'homme qui a uni les tribus des terres du sud et était loyal à Morgoth. Elle lui demande de retourner en terre du milieu avec elle pour rédimer leurs deux lignées. Pendant ce temps, dans les terres du sud, le fils d'Elendil, Isildur, approche de la fin de sa formation en tant que cadet naval. Pourtant, il a été encouragé par son frère Anarion à retarder sa remise des diplômes contre le souhait d'Elendil. Le soir précédant la prochaine migration des Harfoot, l'étranger se révèle accidentellement au reste des Harfoot en essayant de lire certaines cartes des étoiles. Les Harfoot choqués envisagent d'exiler Nori Brandyfoot pour avoir aidé l'étranger, mais elle est pardonnée en raison de son jeune âge. Le lendemain, les Harfoot commencent leur migration, et les Brandyfoot peinent à suivre à cause de Largo, le père de Nori, qui a une cheville blessée. L'étranger les suit et les aide avec leurs chariots. Arondir, Révion et quelques autres captifs tentent de s'échapper des orques lorsque le soleil est au plus haut. Les orques envoient un warg pour les attaquer, qu'Arondir tue. Révion parvient à sortir de la tranchée mais est tué par des archers. Arondir est incapable de se libérer et est conduit devant le mystérieux chef des orques, Adar. Myriel a une vision de Numénor engloutie et détruite par un gigantesque tsunami. Galadriel et Elendil présentent à Myriel la preuve que les forces de Sauron attaquent les terres du sud en terre du milieu et la supplient désespérément d'intervenir, ce qu'elle refuse catégoriquement. Galadriel n'avait toujours pas abandonné sa demande de voir le père de Myriel, qui est également le roi. Le roi Palantir n'a pas été vu depuis de nombreuses années. Myriel se fâche et jette à la fois Galadriel et Elendil en prison. Isildur et ses amis Valandir et Ontamo sont renvoyés de leur formation de cadets après qu'Isildur a commis une erreur lors d'un entraînement en étant distrait. De retour dans les terres du sud, Arondir rencontre Adar, le chef et père des orques, qui est également un elfe. Il permet à Arondir de partir indemne, mais lui transmet un message à transmettre aux sudistes se réfugiant dans la tour elfique d'Austérite. Abandonnez vos revendications sur les terres du sud et jurez fidélité à Adar, où elles seront détruites. Pendant ce temps, au camp d'Austérite, où les sudistes campaient, Théo tente d'aider, mais Bronwyn l'ignore. Toujours persévérant dans son désir d'aider, lui et Rowan retournent au village pour chercher de la nourriture, mais ils sont attaqués par des orques. Rowan s'échappe, mais Théo se cache dans un puits voisin. En Eregion, les elfes et les nains collaborent pour construire la puissante nouvelle forge de Celebrimbor. Celebrimbor pense que Durin IV cache quelque chose, et Elrond part enquêter. Il découvre que Durin IV a extrait un nouveau minerai très léger et très résistant sous Khazad-dûm. Elrond promet de garder ce secret et lui donne le nom de Mithril. Lorsque la mine s'effondre, le roi Durin III interdit l'extraction ultérieure de Mithril. Durin IV est furieux contre son père, mais Elrond le calme en lui racontant l'histoire de son père et Arendil, devenu une étoile. Durin IV se réconcilie finalement avec son père, qu'il envoie à Lindon pour découvrir les intentions des elfes. Halbrand aide Galadriel à réaliser qu'elle doit contourner Myriel et parler directement à Tar Palantir. Des gardes arrivent pour libérer Galadriel et l'escorter vers la terre du milieu, mais Galadriel s'échappe et grimpe dans la tour du roi. Elle trouve le roi en mauvaise santé, protégé par Myriel. Cette dernière explique qu'il y a eu une rébellion parce que le roi voulait renouer des relations avec les elfes et Myriel a été placée sur le trône à sa place. Après être devenue reine, Myriel a eu accès à un Palantir, boule de cristal qui lui a montré la vision de la chute de Numénor. Elle montre cette vision à Galadriel et explique sa croyance selon laquelle aider Galadriel amènera ce futur cataclysmique. Arondir sauve Théo des orques et il retourne à la tour. Le propriétaire de la taverne, Waldreg, révèle à Théo qu'il est un adepte de Sauron et explique que l'épée brisée était un cadeau pour les partisans du Seigneur des Ténèbres. Les orques qui ont attaqué Théo savent qu'il a l'épée et en informent Adar, qui se trouve dans la tour. Alors que Galadriel part pour la terre du milieu, les pétales de l'arbre blanc de Numénor commencent à tomber. Myriel dit que cela signifie les larmes des Valar et change d'avis. Elle annonce qu'elle escortera personnellement Galadriel en terre du milieu et aidera les hommes des terres du sud. Isildur, Valandil et Ontamo se portent volontaires pour rejoindre la force expéditionnaire. Les Harfoot poursuivent leur voyage vers le bosquet pour l'hiver, tout en cherchant de la nourriture dans la forêt. Nori Brandyfoot, Poppy Proudfellow et Malva Meadowgrass sont attaqués par une meute de loups. L'étranger fait fuir les loups avec sa magie, mais se blesse dans le processus. Tout en essayant de se soigner, il manque de blesser Nori Brandyfoot, la terrifiant ainsi.
Quelques femmes étranges apparaissent à l'endroit de la météorite tombée, l'endroit exact d'où l'étranger est tombé du ciel, rendant toute la situation perplexante. À la tour elfique d'Ostérite, Bronwyn tente de mobiliser les autres réfugiés pour se défendre contre l'invasion des orques. Waldreg, propriétaire de taverne, n'est pas d'accord avec Bronwyn et voit plus sage de s'allier avec les orques. Il souligne qu'ils n'ont aucune chance contre la grande armée de Sauron. Son argument convainc la moitié des réfugiés de le suivre. Lorsqu'il rencontre enfin l'armée des orques, Waldreg est déçu qu'Adar, le chef des orques, ne soit pas Sauron, mais jure malgré tout fidélité à Adar. Adar, toujours pas convaincu, demande à Waldreg de tuer Rowan. À la tour, Théo montre à Arondir l'épée brisée que les orques recherchent, et Arondir soupçonne que l'épée brisée doit être une sorte de dispositif clé pour rasservir les sudistes. De l'autre côté, Elendil refuse la demande de son fils Isildur de se joindre à l'expédition de Numénor vers les terres du sud, disant qu'Isildur a perdu sa chance de servir précédemment. Discutant de l'expédition avec la reine régnante Myriel, Galadriel dit que l'humain Halbrand les accompagnera pour revendiquer le trône des terres du sud. Halbrand accuse plus tard Galadriel de l'avoir utilisé et dit qu'il veut rester à Numénor. Pendant ce temps, le fils du chancelier Pharazôn, Kemen, tente de convaincre son père d'annuler l'expédition vers la Terre du Milieu. Mais Pharazôn voit le potentiel de faire des terres du Sud un état tributaire après sa libération. Entre-temps, le père de Myriel, le roi Tar-Palantir, la met en garde contre le fait de rejoindre l'expédition vers la Terre du Milieu. Le haut-roi Gil-galad révèle à Elrond qu'il connaît l'existence du mithril, un minerai contenant la lumière d'un Silmaril perdu, qu'il croit pouvoir contrer le pouvoir décroissant des elfes en Terre du Milieu. Elrond refuse de confirmer que les nains ont découvert le minerai par loyauté envers le prince Durin IV, et Gil-galad l'accuse de mettre les nains avant sa race. Elrond discute ensuite de la question avec Durin IV et ce dernier accepte d'aider. Le duo retourne à Khazad-dûm pour tenter de convaincre le roi Durin III. Kemen tente de détruire les navires de l'expédition et découvre Isildur qui se cache. Isildur empêche la destruction de 3 des 5 navires et sauve la vie de Kemen. Interrogé par Elendil, Isildur ment sur le sabotage de Kemen. Il reçoit par la suite une place dans l'équipage de l'expédition en tant que palefrenier. Galadriel s'excuse finalement d'avoir utilisé Halbrand et s'ouvre à lui, et il décide finalement de partir avec la force expéditionnaire, et les navires restants partent ensuite pour la Terre du Milieu. La bataille entre les orques et les humains fait rage dans les terres du sud, alors qu'une armée d'orques avance, détruisant tout sur son passage. Adar se tient devant une mer de feu, des centaines d'orques tenant des torches en l'air la nuit, avec le meurtrier Waldreg en première ligne. Adar motive ses orques en leur disant que avant que cette nuit ne se termine, certains d'entre nous tomberont. Pour la première fois, nous le faisons non pas comme des esclaves anonymes dans des terres lointaines, mais comme frères et sœurs dans notre foyer, appelle Adar. Les tambours de guerre et les grognements guttureux des orques accompagnent leur marche vers la forteresse elfique, Adar en tête. Mais quand il pousse les portes, la cour est abandonnée. Il est déçu avec son armée d'orques de trouver la tour d'Ostérite abandonnée. Tandis que les orques fouillent la forteresse, Adar fixe la gravure du pommeau et du visage squelettique de Sauron. Waldreg implore son père Adar, demandant ce qui est arrivé à Sauron. Mais avant qu'il puisse répondre, Arondir surgit d'un créneau, tel un whack-a-mole des plus gracieux que l'on ait jamais vu, pour tirer des flèches sur les orques en bas et sur la corde qui maintient ensemble l'échafaudage de la tour. Il saute sur le pont avec une agilité féline et s'en va. Arondir lui depuis l'échafaudage et s'envole de la tour au moment où les cordes se cassent. Alors que Waldreg supplie un Adar impassible de bouger, la tour s'effondre enfin sur elle-même, semblant piéger Adar et son armée sous son poids écrasant et brûlant. De la vallée en contrebas, les sudistes acclament, mais Bronwyn sait que le combat n'est pas terminé, et ils doivent préparer le village pour la seconde invasion des orques. Pendant ce temps, dans les Sundering Seas, les navires de Numénor glissent à travers la nuit. Alors que Halbrand est éveillé, Isildur se lève pour nettoyer les écuries et partager une pomme avec son ami cheval Bérec. Il erre sur le pont, où Galadriel vêtue d'armure le repère. Elle lui dit que l'humilité a sauvé des royaumes entiers que les fiers ont presque menés à la ruine, alors qu'il avoue avec honte que son rang est celui de balayeur d'écurie. Pendant ce temps, Elendil informe Myriel qu'il faut une journée de navigation pour remonter la rivière et un jour de chevauchée pour atteindre les terres du sud. Elle veut se dépêcher car le temps leur est plus long. À son retour, Arondir tente de détruire l'épée brisée que les orques recherchent, mais il est incapable de le faire avec des outils conventionnels. Il dit à Bronwyn, la guérisseuse humaine, qu'il va la cacher pendant que son fils Théo regarde de loin. Arondir aide la ville à se préparer pour la prochaine attaque. Il déclare son amour à Bronwyn et promet une vie ensemble avec elle et Théo après la bataille.
Cette nuit-là, l'armée des orques entre dans le tir à rade. Les habitants piègent les orques au centre du village et remportent la victoire, mais ils réalisent bientôt que beaucoup des ennemis qu'ils viennent de tuer étaient leurs voisins, qui avaient rejoint Hadar et s'étaient déguisés en orques. Les habitants sont horrifiés par leurs actions. Des archers orques tirent sur les habitants en tuant et blessant beaucoup. Bronwyn est touché à l'épaule. Se réfugiant dans la taverne, Théo et Arondir cautérisent la blessure de Bronwyn. Hadar entre et demande l'emplacement de l'épée brisée. Arondir tente de négocier, mais les orques continuent de tuer des gens. Lorsque Bronwyn est menacée, Théo révèle l'épée et la remet à Hadar. Hadar ordonne de tuer le reste des humains, mais l'armée numénoréenne arrive à cheval et tue ou capture les orques restants. Hadar donne une tâche à Waldreg avant de tenter de s'échapper pour être finalement capturé par Galadriel et Halbrand. Galadriel interroge Hadar et découvre qu'il est un elfe corrompu par le premier seigneur des ténèbres, Morgoth, et transformé en l'un des premiers orques. Il prétend avoir tué le deuxième seigneur des ténèbres, Sauron, et se concentre maintenant sur la création d'un foyer pour tous les orques. Halbrand est acclamé comme le roi des terres du sud, et les Numénoréens célèbrent leur victoire. Théo réalise que l'épée brisée a disparu, alors que Waldreg l'utilise pour ouvrir le barrage à côté d'Ostirith. L'eau se précipite dans les tunnels que les orques ont creusés dans la montagne Rodruin. L'eau pénètre dans une chambre de lave sous la montagne et la pression résultante provoque une éruption qui crache de la lave, de la cendre et de la fumée sur les terres du sud. L'elfe Galadriel se réveille couverte de cendres après l'éruption de la montagne Rodruin. Le village de Tir Arad est couvert de cendres et de feu, avec de nombreux morts et blessés. Galadriel trouve le jeune humain Théo et ensemble, ils commencent à sortir des terres du sud. Les soldats numénoréens Isildur et Valandil trouvent leur ami Ontamo mort. Ils aident la reine régnante Myriel à secourir les survivants d'un bâtiment en flammes, mais celui-ci s'effondre, et Myriel perd la vue. On présume qu'Isildur est mort dans l'effondrement. Les Harfoot terminent leur migration vers le bosquet, un verger détruit par le volcan voisin. Ils demandent à l'étranger magique qui les a rejoints de les aider à réparer le verger, mais ces tentatives conduisent à ce qu'une grosse branche d'arbre tombe sur Nori et Dilibrand-Difoot. Effrayés, les Harfoot décident que l'étranger doit partir. Sadok Burrows, l'ancien Harfoot, lui donne des indications pour se rendre dans un village d'hommes à proximité et l'étranger part. Le lendemain, les Harfoot se réveillent pour trouver tout le verger régénéré. Cette nuit-là, un trio de femmes mystérieuses arrive à la recherche de l'étranger. Nori tente de les envoyer dans la mauvaise direction, mais les femmes utilisent la magie pour brûler toutes les caravanes des Harfoot, puis poursuivent l'étranger. Nori décide de le prévenir du danger, et est accompagné de son ami Poppy Proudfellow, de sa mère Marigold et de Sadok. Galadriel et Théo se lient par la culpabilité qu'ils partagent pour les événements ayant conduit à l'éruption, et Galadriel parle de son mari Celeborn, qu'elle croit mort. Ils atteignent finalement le camp numénoréen à l'extérieur des terres du sud, où Théo est réuni avec sa mère Bronwyn et son bien-aimé, l'elfe Arondir. Le père d'Isildur, Elendil, apprend la perte de son fils et désespère, regrettant sa participation à la quête de Galadriel qui a conduit à ce moment. Lorsque le cheval d'Isildur ne peut pas être apaisé, Elendil laisse le cheval galoper. Avant le départ des Numénoréens de la Terre du Milieu sur leur navire, Myriel promet de revenir et de se venger de l'ennemi. Galadriel est réunie avec Halbrand, le roi des Terres du Sud, qui a été gravement blessé pendant l'éruption. Elle l'aide à chevaucher vers le nord pour recevoir un remède elfique. Les autres survivants humains cherchent refuge dans la ville voisine de Pelargir. À Khazad-dûm, l'elfe Elrond et le prince nain Durin IV demandent la permission au roi Durin III de miner le nouveau minerai, le mithril, afin de l'utiliser pour contrer le déclin du pouvoir des elfes en Terre du Milieu. Durin III refuse, craignant que le minerai ne soit trop dangereux à extraire. Alors qu'Elrond s'en va avec un adieu ému pour Durin IV et sa femme Disa, Durin IV trouve la preuve que le mithril peut sauver les elfes et décide de le miner en secret avec Elrond. Ils découvrent un important gisement du minerai, mais sont surpris par Durin III. Elrond débanni, emportant avec lui un petit morceau de mithril, et Durin IV est dépouillé de son statut royal, malgré les supplications du prince Durin IV. Son père estime que le prince Durin a encore beaucoup à apprendre et qu'il a trahi son peuple en choisissant les elfes avant eux. Le prince Durin est en désaccord et rappelle à son père qu'Elrond est son ami de longue date et qu'ils ont besoin de son aide. Mais le roi Durin estime que les elfes ne devraient pas continuer à tromper la nature. Ils devraient soit retourner chez eux, soit mourir comme les autres. Le prince Durin met en colère son père en le critiquant constamment avec des mots violents et lui dit à quel point il est décevant en tant que roi et père. En représailles, le roi Durin retire à son fils tous ses attributs royaux, ses devoirs et ses responsabilités. Durin III ordonne que la mine de mithril soit scellée. À leur insu, un balrog vit profondément sous cette mine.
Dans les terres du Sud, les orques et leurs alliés humains nomment leur chef Hadar, seigneur des terres du Sud. Ils proclament que l'endroit n'existe plus. Il est désormais connu sous le nom de Terre de Mordor. Les Harfoot Nori Brandyfoot, Poppy Proudfellow, Marigold Brandyfoot et Sadok Burrows recherchent l'étranger, leur ami, dans la forêt noire. Mais il est d'abord trouvé par un trio de femmes mystérieuses connues sous les noms de la Résidente, du Nomade et de la Sette. Elles lui disent qu'il est leur seigneur Sauron et prévoit de restaurer sa mémoire et son pouvoir. À Eregion, le forgeron elfe Celebrimbor croit qu'ils n'ont pas suffisamment de mithril pour contrer le déclin du pouvoir elfique en Terre du Milieu. Alors qu'il se prépare à informer le haut roi Gil-galad, Galadriel arrive avec le gravement blessé humain Halbrand, le roi des Terres du Sud. Alors que Halbrand commence à se rétablir, il s'intéresse au travail de Celebrimbor et suggère une manière de créer un petit objet avec le mithril qu'ils ont, qui aurait le pouvoir à la fois du monde visible et invisible. Gil-galad est contre l'idée, mais Galadriel le convainc que cela vaut la peine d'essayer. Cependant, elle devient méfiante envers Halbrand et demande les registres de sa lignée. Avec le roi de Numénor, Tar Palantir tombant malade, le chancelier Pharazôn organise des membres de la guilde des constructeurs pour commencer à concevoir un tombeau. L'apprenti Éarien a 1 heure à côté du lit du roi pour planifier un design, pendant laquelle le roi se réveille et la prend pour sa fille, la reine régnante Myriel. Il la conduit jusqu'à sa tour où se trouve un Palantir, une boule de cristal, et la met en garde contre le fait de ne pas trop regarder dedans. Le roi meurt peu de temps après, avant que Myriel et le père d'Éarien, Elendil, ne reviennent de la Terre du Milieu. Les Harfoot trouvent l'étranger et tentent de le sauver des femmes, mais celle-ci tue Sadok et blesse gravement les autres. L'étranger, retrouvant sa mémoire et encouragé par Nori, utilise le bâton magique de la Résidente pour révéler les véritables formes sombres des femmes et les bannir dans le monde invisible. Avant de partir, elle réalise qu'il n'est pas Sauron, mais plutôt un Istar. Nori, Marigold et Poppy retournent avec l'étranger chez les autres Harfoot, où il explique qu'Istar signifie sorcier, et qu'il doit se rendre à l'est, dans le pays de Rhûn, pour en apprendre davantage sur ses pouvoirs et sa mission. Encouragé par sa famille, Nori part avec lui. Halbrand et Celebrimbor travaillent ensemble pour combiner le mithril avec d'autres éléments et décident qu'ils auront besoin de 2 petits objets circulaires. Galadriel reçoit les registres sur les rois des Terres du Sud et réalise que Halbrand n'est pas celui qu'il prétend être. Elle le confronte et il se révèle comme étant le seigneur sombre Sauron déguisé. Il lui dit qu'il lui a dit la vérité sur ses intentions depuis le début et lui demande de se joindre à lui en tant que reine des ténèbres pour gouverner la Terre du Milieu. Elle refuse et il est sur le point de la noyer avant de s'enfuir à Mordor. Elle est attristée par le fait qu'elle avait eu l'opportunité de capturer Sauron mais n'a pas pu le faire. Elle se sent déçue et en colère d'avoir déçu son frère. Alors qu'elle est toujours allongée au bord de la rivière, elle est découverte par Elrond, qui lui demande ce qu'elle fait ainsi allongée. Cependant, elle choisit de ne pas révéler cette information à Celebrimbor et Elrond. Le faire ternirait sa foi en elle et remettrait même sa loyauté en question. Elle suggère également que 3 anneaux doivent maintenant être forgés au lieu d'une seule couronne, car un anneau corromprait son porteur et 2 diviseraient leur porteur. Celebrimbor forge les 3 anneaux de pouvoir. Un corrompra, 2 diviseront, mais avec 3, il y a l'équilibre. Elrond trouve les registres et déduit ce qui s'est passé. Mais il est trop tard. 3 anneaux de pouvoir sont forgés.